vous interviewer. Ok, ça va. السلام عليكم الزول في اللوان. Donc رانا في مدينة دوحة في قطر et j'ai l'immense plaisir et l'honneur d'être avec monsieur, en anglais c'est Prime et en français c'est Prime. Voilà, Oui. donc qui est donc du Burundi et qui est un des responsables de la Banque africaine en Côte d'Ivoire et notamment le fils de l'ancien Premier ministre de Burundi. Ravi de vous revoir, monsieur Prime. Comment allez-vous? Mais ça va très très bien vous-même. Très très bien. Alhamdoulilah, comme on dit chez nous. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelques mots sur l'Algérie, puisque je crois que vous avez une histoire, j'aimerais dire, ancienne avec l'Algérie et le président Bouteflika. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'Algérie et le président Bouteflika? Beaucoup de choses en bien parce que d'abord mon père a eu des contacts avec Ben Bella, L'ancien président algérien. et puis j'ai eu l'occasion d'observer le président Bouteflika quand il était ministre des Affaires étrangères. C'est un très grand ministre des Affaires étrangères. Un très grand. J'ai écouté son discours dans les années 70 aux Nations Unies. J'étais encore étudiant aux États-Unis et donc j'étais ébloui. Je voudrais en tout cas revoir l'Algérie parce que la dernière fois que j'étais en Algérie c'était en 1986. Il y a beaucoup de choses. Trop longtemps déjà. Et je voudrais redécouvrir de nouveau, Inch'Allah, l'Algérie. Eh bien, marhaba bik, comme on dit chez nous, bienvenue chez nous. Et Merci je vous invite à venir en Algérie pour nous donner vos conseils en matière économique, car je sais que vous êtes féru d'économie africaine et j'ai retenu un peu vos propositions concernant à la fois la façon de créer des emplois en Afrique en général et surtout comment développer le secteur économique et financier, notamment en utilisant les nouvelles technologies. Et j'ai pu écouter avec beaucoup d'attention votre intervention sur la monétarisation qui pourrait avoir lieu en Afrique par le biais des nouvelles technologies. Alors j'aimerais avoir votre opinion, parce que vous m'avez parlé notamment de l'exemple du président Kagame au Rwanda, qui a fait un immense travail pour développer l'économie, notamment grâce aux nouvelles technologies. Quelle est cette recette magique qui a été utilisée par le Rwanda et que vous connaissez très bien? Je pense que le Rwanda a eu l'immense privilège d'avoir un leader charismatique, un leader qui a une vision. J'espère que je ne frustre personne, mais nous souhaiterions avoir de tels personnages sur le continent africain. Vous pensez qu'il n'y en a pas beaucoup des hommes d'État avec une vision sur le long terme en Afrique? Comme Kagame, j'en doute. J'en doute. Je n'en vois pas beaucoup en tout cas en Afrique. Que ce soit les grands pays d'Afrique ou des pays moyens comme le Burundi, je n'en vois pas beaucoup. Et ce qui fait plaisir d'ailleurs, c'est que c'est un petit pays d'Afrique centrale qui montre que on peut se développer. Si le Rwanda peut se développer avec des moyens extrêmement réduits, alors imaginez des grands pays comme l'Algérie, comme l'Afrique du Sud, comme la RDC, comme le Nigeria, comme l'Éthiopie. Alors on a un point commun entre le Rwanda et l'Algérie, c'est qu'il y a eu une guerre civile qui a été très meurtrière. Il y a eu plus de 1 million de morts au Rwanda, il y a eu 250 000 morts en Algérie. Comment se fait-il que le Rwanda a pu aller au-delà de sa tragédie nationale et l'Algérie n'a pas réussi à aller au-delà de cette tragédie nationale? Parce qu'aujourd'hui, en Algérie, de façon quotidienne, on ressasse le drame de la décennie noire, de la guerre civile algérienne, alors que le Rwanda a réussi à panser les plaies de cette guerre civile. À votre avis, qu'est-ce qui fait qu'un peuple arrive à sublimer son histoire tragique et qu'est-ce qui fait que l'Algérie n'est pas encore réussi à sublimer sa tragédie nationale? Je ne parlerai pas beaucoup de l'Algérie puisque je ne connais pas très bien l'histoire de l'Algérie. Mais par contre, je connais très bien l'histoire du Rwanda puisque je viens d'un pays voisin qui est le Burundi. Donc vous avez deux pays, le Rwanda et le Burundi, qui ont quasiment une histoire identique à travers l'histoire, à travers les siècles, mais qui ont des itinéraires aujourd'hui différents. Mais qui ont les mêmes populations, les Hutus, les Tutsis? Absolument identiques. C'est des faux jumeaux, mais des jumeaux quand même. Mais comment ces pays ont réussi à sublimer leur tragédie nationale? Écoutez, comment ont-ils fait? C'est quoi la recette? Je ne voudrais pas ici faire comment dirais-je, le Rwanda a eu une expérience unique, tragique, exceptionnelle, un drame humain qui n'a pas de nom. C'est le génocide. Vous avez pu le voir, moi j'étais
dans le pays voisin. Je l'ai suivi toute cette histoire. Mais s'il n'y avait pas eu un homme comme Kagame, un homme extraordinairement motivé, qui a une vision, je ne pense pas que le Rwanda se serait remis de cette situation. Maintenant, le Rwanda est devenu un modèle. Tout le monde veut aller au Rwanda. Malgré la tragédie. Malgré la tragédie. Quand je vois Kigali, par exemple, une ville que j'ai connue il y a 20-30 ans. La capitale du Rwanda. Aujourd'hui, ça n'a rien à voir. C'est une ville absolument moderne, avec un schéma urbanistique, avec des rues propres, etc. On dirait une ville... Avec la 4G partout. Oui, absolument. Absolument. Incroyable. Hein. Donc un pays comme le Rwanda, qui a pu le faire avec des moyens extrêmement limités, alors imagine des grands pays comme l'Algérie, comme l'Afrique du Sud, qui peuvent faire mieux et donner l'exemple à l'Afrique. Mais on n'y arrive pas. Pourquoi on n'y arrive pas? Ça, c'est une autre question. Parce qu'on n'a pas d'homme d'État qui ont une vision? Non, il faut que nous puissions avoir des leaders charismatiques. Comme à l'indépendance, nous avons besoin de nouveau des Ben Bella, des Modibo Keïta, des gens qui avaient une vision et qui ont porté l'Afrique. Et Thomas Sankara. Thomas Sankara, les Nkrumah, etc. Les Mandela, tout à fait. Les Mandela. Nous avons besoin d'un Mandela. Aujourd'hui, il n'y a pas d'équivalent en Afrique. Ce n'est pas normal. Alors j'ai une question. Comment se fait-il que la Banque africaine de développement ait fait un prêt à l'Algérie, je crois que de 900 millions de dollars il y a quelques années, alors qu'il y a à peine 5 ans, l'Algérie effaçait les dettes de 13 pays africains. Comment on peut expliquer ce retournement de situation de la situation économique en Algérie? Mais c'est comme toute entreprise humaine. Il y a quelques années, l'Algérie avait plus de 165 milliards de réserves en devises. Aujourd'hui, les réserves se sont beaucoup amenuisées. Et pourquoi? Parce que le prix du pétrole a chuté fortement. Il est passé de prix de 100 $ au baril à certains moments, c'était 30-40. Mais on n'est pas capable d'avoir une économie qui soit productrice de richesse en Algérie et en Afrique de façon générale? Je pense qu'il y a probablement une question de facilité. En disant nous avons de l'argent, bon, pourquoi nous donner la peine? C'est les hommes politiques, les politiciens surtout, qui n'ont pas toujours de vision Donc pour l'avenir. Vous êtes en train de dire la première responsabilité incombe aux responsables politiques algériens? Non, pas algérien. Non, je parle de l'Algérie, là. Non, moi je parle pour l'Afrique. Oui. Donc l'Afrique en général et l'Algérie en particulier. Je pense que nous avons le même destin. Comment on peut faire pour créer des synergies en Afrique, notamment entre l'Afrique du Nord et l'Afrique noire de façon générale? Comment on peut faire ça? Les synergies existent déjà, et seulement il faut qu'elles soient encouragées par les hommes politiques, par des rencontres comme celle-ci. Oui, tout à fait. Qui nous permettent de dialoguer, de penser l'avenir, d'échanger les idées. C'est ça qui va nous permettre, qui va permettre à l'Afrique d'aller en avant. Vous savez qu'il n'y a pas de train entre Alger et le reste de l'Afrique. Vous savez qu'il n'y a pas d'autoroute entre l'Algérie et le Mali, ou l'Algérie et le Niger. C'est-à-dire qu'on est au-delà de 50 ans après les indépendances et on n'a toujours pas de moyens de communication directe, que ce soit ferroviaire ou terrestre, entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Comment vous expliquez ça? Mais c'est le grand problème de l'Afrique, ça viendra. Parce que je crois savoir qu'il y a une route en construction de l'Algérie jusqu'au Nigeria. Il n'y a rien pour l'instant. Vous savez, je l'ai fait à pied. Mais ça viendra. Alger. Le grand problème de l'Afrique, que l'Afrique devra résoudre dans les prochaines années, ce sont les infrastructures à construire. Pourquoi elle ne le fait pas? Pourquoi elle ne le fait pas? Vous, par exemple, au niveau de la Banque africaine, est-ce qu'il y a des projets dans ce sens-là? Énormément. Il y a beaucoup. La Banque africaine de développement fait tout. Je crois que c'est une des priorités de la Banque, d'investir dans les infrastructures, surtout l'énergie et le transport. Mais comment vous expliquez qu'il n'y a pas ni de train ni d'autoroute entre l'Algérie et le reste de l'Afrique, par exemple? Alors que on est quand même... C'est une question de volonté politique aussi. Donc c'est le gouvernement algérien qui bloque? Non. N'ayez pas peur, monsieur Prime, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, ne soyez pas trop diplomate. Soyons concrets, pragmatiques. Non. L'Algérie, si elle voulait le faire avec les autres pays voisins, le Mali, le Niger, etc., je crois que ça serait possible. Seulement pourquoi elle ne le fait pas, je ne sais pas. C'est à vous plutôt de me répondre. Vous avez 50 ans d'expérience, monsieur Prime. 50 ans d'expérience. Vous connaissez à la fois les hommes et les terres.
Oui. Donc vous avez une forme d'expérience tellurique avec l'Afrique. Oui, oui, si tu veux, oui. Mais il faut laisser le temps au temps, comme disait le grand, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Ce que vous êtes en train de dire va se réaliser dans quelques années. Inch'Allah. Mais avec les mêmes hommes qui gouvernent le pays aujourd'hui? Bien sûr que non. Donc il faut un renouvellement de la classe politique africaine. Absolument. Dans tous les pays d'ailleurs. Et maintenant, j'ai une autre question qui concerne le phénomène de la corruption en Afrique. Ouais. Nous savons, vous et nous, que l'Afrique est en tête des pays du continent les plus corrompus de la planète. À votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour baisser le niveau de corruption au niveau de la gouvernance africaine? Au niveau de la gouvernance africaine, je crois qu'il faut faire des gros efforts. Je crois que la pression viendra de la base, c'est-à-dire des jeunes qui, à un certain moment, en auront marre de pouvoir chercher du boulot pendant des années. On leur demande de faire des diplômes et puis après, ils n'ont pas de boulot, etc. Alors que la classe politique est incapable de répondre à leurs attentes. C'est ça qui va changer. Donc vous constatez l'échec de l'élite politique africaine aujourd'hui par rapport au développement ou par rapport aux aspirations de la jeunesse africaine? Absolument. C'est un échec complet. Échec total. Oui. Là, vous n'êtes pas diplomate, là. Non. Ouais. Et là, je ne parle pas seulement de l'Algérie. J'ai bien dit Afrique. Afrique. Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la France ou les États-Unis sont un frein au renouvellement de la classe politique africaine? C'est aux Africains de trouver leurs propres solutions. C'est pas l'Afrique, c'est pas à la France ni à l'Amérique de trouver des solutions pour nous. Alors, je ne parle pas de solution. Est-ce qu'ils constituent un frein? Est-ce qu'ils bloquent ou pas du tout? Ou alors ils sont neutres? Ils ne peuvent pas être neutres. Donc ils jouent un rôle. Parce qu'ils ont des intérêts en Afrique. Donc forcément, ils vont influer sur l'un ou l'autre pays pour faire avancer leurs propres intérêts. Mais c'est à nous, les Africains, de pouvoir identifier nos propres intérêts pour trouver des solutions idoines. Est-ce que la France et les États-Unis sont actionnaires de la Banque africaine? Ah oui, pas seulement les États-Unis et la France, mais tous les pays, les grands pays d'Occident, l'Allemagne, etc. Quel pourcentage à peu près? Oh, je n'ai pas ça en tête, mais ils constituent quand même... 5% ou 70%? Non, c'est plus, parce qu'il y a aussi le Fonds africain de développement qui est financé essentiellement par les pays développés. Et c'est eux qui ont prêté 900 millions de dollars à l'Algérie? Non, ça c'est parce que l'Algérie n'est pas à son guichet, parce que l'Algérie a les moyens de rembourser. Donc c'est surtout pour les pays comme les nôtres, comme le Burundi, qui n'ont pas... Vous nous avez prêté de l'argent? On nous donne. Qui vous donne? Le Fonds africain de développement. Vous donne de l'argent? Donne comme don. Oui. Mais à l'Algérie, c'est plutôt un crédit. C'est un prêt, oui, de 900 millions de dollars. Oui, bien sûr. Parce que l'Algérie a les moyens de rembourser. Mais elle n'a pas les moyens de créer des nouvelles richesses. Pardon? Mais on n'a plus les moyens de créer de nouvelles richesses. Si, mais l'Algérie a suffisamment de ressources humaines. Qui partent vers l'étranger, vers l'Europe. Mais c'est pas seulement l'Algérie. C'est l'Afrique en général. L'Afrique en général. Et j'ai une question au niveau du dinar algérien. Comment se fait-il, par exemple, que sur l'ensemble du continent africain, on puisse envoyer de l'argent, notamment par Western Union ou MoneyGram en Afrique, partout, sauf en Algérie? À votre avis, est-ce que l'Algérie peut tenir en restant à l'écart, j'aimerais dire, de la mondialisation des flux financiers? Vous me posez une question qui pose problème parce que je ne connais pas très bien la situation en Algérie. Alors on ne peut pas transférer de l'argent? Si vous pouvez, mais ça c'est une question de politique monétaire de l'Algérie. Oui, alors à votre avis, est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise, cette politique? Mais ça dépend. C'est-à-dire? Si cet argent devait servir aux investissements à l'intérieur de l'Algérie, on ne demanderait pas mieux. Mais c'est le but. Hein. Moi, je parle d'argent qui vient de l'étranger vers l'Algérie. On ne peut pas transférer de l'argent. Ah bon? Non. Par exemple, la France vers l'Algérie, vous ne pouvez pas transférer. Et on ne peut pas. On ne peut pas envoyer de l'argent, par exemple, de Paris vers Alger par, je ne sais pas, par un transfert Western Union ou MoneyGram. Impossible. Mais ça, c'est une question de volonté politique aussi, encore une fois. Mais est-ce qu'on peut tenir, d'après vous, en tant que spécialiste économique et financier, est-ce que l'Algérie peut tenir en restant à l'écart de la mondialisation des flux financiers? Aucun pays aujourd'hui ne peut rester à l'écart de la mondialisation. Alors, mais jusqu'à une date récente, l'Algérie avait suffisamment
de moyens financiers pour pouvoir se passer du reste du monde. Aujourd'hui, elle ne les a plus. Ah, il doit changer de politique, j'imagine. Vous vous entendez راكم تسمعوا الشعب الجزائري. Monsieur Prime راه يقول باللي الجزائر لازم تبدل سياسة اقتصادية في الجزائر. Voilà, je traduis en arabe ce que vous voulez dire. Il ne faut pas que je tiens à aller à l'Algérie. مرحبا بك, bienvenue chez nous. Avec un visa. Ne vous inquiétez pas, ils vous donneront le visa, ne vous inquiétez pas. Ah ben, ça, je suis sûr et certain qu'ils vous le donneront et c'est un plaisir d'échanger avec vous. Alors, on va faire juste un petit ensemble. Oui. Alors, quel message vous pouvez adresser à l'ensemble du peuple africain pour qu'on puisse devenir un jour comme les pays européens? D'abord, d'avoir une vision, d'avoir une nouvelle classe politique qui tienne compte des intérêts de leur peuple respectif. Ah, comme ça, là. Donc en gros, il faut plus de démocratie en Afrique. Absolument. Plus de démocratie, plus de accountability. Et de confiance entre les gouvernements et Oui, les citoyens. absolument. On a parlé tout à l'heure de confiance. Tout à fait. Yes, absolutely. Entre les gouvernants et les gouvernés. راكم تسمعوا ولا لا؟ لازم تكون الثقة بين المسؤولين السياسيين والمواطنين. Écoutez, Monsieur Prime, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et j'espère que vous se verrez en Côte d'Ivoire, au Burundi, au Rwanda. Ou en Algérie. En Algérie, marhaba avec, voilà, et en Algérie. Voilà, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Voilà, surtout les vrais hommes, là. Voilà, yatek saha. Et encore une fois, bonne conférence. Et merci encore pour vos lumières. Merci. Yatek saha, barakallahu.